Bienvenue à ce tout dernier webinaire de cette série de 6 présentés par Famille Canada et le Centre d'excellence pour le développement des jeunes enfants. Alors, cette série est animée par Isabelle Vinet, experte en prévention des comportements perturbateurs durant la petite enfance et directrice exécutive du Centre d'excellence. Et pour le webinaire d'aujourd'hui, comme c'était le cas la semaine dernière, nous accueillons à nouveau Brian Harrison du programme Science of Early Childhood Development. Bonjour, merci d'être là avec la chaleur, le soleil, on apprécie. On a, en fait, tout ça n'a du sens que si ensemble on réfléchit. Alors, merci d'être là. On parle, donc on termine avec cet organe mystérieux et qui semble parfois complexe à comprendre, là. Je laisse les neuroscientifiques mieux comprendre le cerveau, mais en fait, mon opinion est que c'est avec ce dernier webinaire, l'intégration de tout ce qu'on s'est dit dans les autres webinaires, c'est-à-dire l'importance des relations chaleureuses et l'importance de créer, oui, des liens avec les enfants, d'être dans la chaleur avec les enfants, eh bien, ça prend tout son sens et de jouer avec pour s'assurer d'un développement harmonieux de ce cerveau-là. Donc, je vais sans plus tarder, je vais partager mon écran pour notre dernière présentation avant d'introduire dans 10 minutes notre invité spécial. Alors, oui, cette présentation a été faite par notre collègue du collège Red River, donc Brian Harrison. Brian Harrison, en fait, il se décrit à part ses diplômes et tout, là, comme la plupart d'entre nous, on croit à l'éducation, on est des éducateurs de cœur et de tête. Et donc, Brian, depuis plus de 30 ans, travaille autant à travailler avec des petits de 2 ans jusqu'à des adultes un peu plus âgés. Donc, il est membre de la faculté de recherche au département de sciences de la santé et des services communautaires du collège Red River à Winnipeg. L'image qui est là, je vais vous en parler. Je vais lui poser la question et je traduirai. So, Brian, welcome. Thank you for being here with us. And always a pleasure to see what you have behind this picture of porridge. Alors, cette image de gruau, que cache-t-elle? Oh, merci. Bonjour à tous. Hello to everyone. I was just sharing that one of my... Brian nous partageait que lorsqu'il était éducateur à une époque où il travaillait très tôt le matin, accueillait les enfants, il se faisait un plaisir de prendre un temps de partage et de faire du gruau ou de faire des galettes spéciales et que pour lui, ces relations, ce temps propre là, à être juste là en relation, parler aux enfants, était probablement ce qui pour lui avait le plus de sens et même le propos de comment il a préparé la présentation d'aujourd'hui est lié à l'importance de se créer des moments dans la simplicité, dans la chaleur. Brian, I would say that my example is about hot chocolate. I'm going to share that. Donc, moi, de mon côté, un exemple clair de ce temps très précieux que l'on prend peut-être pour acquis, qu'il faut ramener les parents, que oui, c'est autour d'un repas, d'être assis à faire des choses très simples, que se passe la plus belle des stimulations. Mon exemple est quand je travaillais comme psychoéducatrice dans une école primaire et qu'à la récréation, j'ai eu la surprise de voir un enfant seul avec son enseignant en classe, assis devant une tasse de chocolat chaud. Et que cet enfant-là, on le savait, là, je passais près de la classe parce que je savais qu'il fallait garder un œil sur lui, mais là, il était tout à fait bien assis, calme, comme on ne le voyait jamais. Et quand son enseignante m'a demandé ce que je comprenais de la situation, elle m'a dit, tu sais, Isabelle, la récompense pour avoir eu une belle demi-journée de notre amie, eh bien, c'est de boire dans ma tasse d'enseignante du chocolat chaud. Et j'ai toujours gardé cet exemple de se dire, ben, dans une tasse de chocolat chaud qui appartient à l'éducatrice, à l'enseignante, il se passait la plus belle des choses en termes d'un enfant c'était une récompense pour lui, mais dans ce qui se passait dans les 15 minutes, là, on s'entend, là, c'était pas une activité là, qu'elle avait préparée longtemps d'avance, elle corrigeait, il était en train de boire son chocolat chaud, et dans cette relation chaleureuse se passait tellement de choses dans un message, tu es capable, on est là pour toi. Alors, it was my example of my porridge. I will translate it to you later. Alors, la situation actuelle, cette fameuse pandémie que nous vivons,
elle est particulière. On s'inquiète des enfants qu'on ne voit plus dans nos services actuellement. Et on se questionne, entre autres, sur le stress qui est vécu parce que l'on sait, il est vrai, que les études en épigénétique, entre autres, nous démontrent que le stress, il peut avoir un impact négatif sur le développement du cerveau. Mais ici, on n'est pas là pour alarmer personne, mais parce qu'on a déjà parlé dans la compétence émotionnelle un stress nécessaire et un stress, donc c'est une réaction du corps et tout, mais le stress que l'on vit normalement, il est court, il est tolérable et on a accès au réconfort de l'adulte. Dans la situation actuelle, on peut se poser la question, est-ce que le stress élevé que tout le monde vit, quel impact peut-il avoir sur le stress des enfants et donc sur le développement de leur cerveau actuellement? Brian nous revenait à dire, vous savez, les enfants, là, ça va bien aller, là, en tout cas qu'on voit, on a vu beaucoup, nous, au Québec, là, avec des arcs-en-ciel. Ça ne veut pas dire grand-chose. Nous, on sait que, bon, on a vécu des situations difficiles dans nos vies, il y a des passages et tout, mais il ne faut pas prendre pour acquis que les enfants, ils le voient comme ça. Donc, alors qu'on ne les voit pas actuellement, ces enfants-là, on a en tête peut-être certains enfants qui sont peut-être plus dans un contexte où ils ont moins de réconfort. Et le réconfort dans une situation de stress, c'est ce qui fait la différence, en fait. Donc on peut penser là, que 90% de nos petits ours actuellement, ils ont des adultes autour, quelqu'un qui est assez disponible affectivement pour répondre aux besoins affectifs, pour être là et pour pas que le stress devienne toxique, c'est-à-dire un stress qui, dans la durée là, de plusieurs mois et ou pour lequel les enfants n'ont aucun support. Donc on parle, bien sûr, on s'inquiète plus particulièrement des milieux de négligence où il y a de la violence familiale dans certains endroits parce que l'on sait que ce type de stress-là toxique, il peut avoir des effets à très long terme au niveau de la santé générale, la santé mentale, la santé physique et c'est beaucoup lié à l'élévation, entre autres, des hormones là, de stress, en particulier le cortisol. Mais tout ça, c'était pas pour stresser, s'ajouter au propre stress, mais plus de dire toutes les initiatives qu'on peut prendre pour être en lien avec les parents, pour leur suggérer peut-être des ressources pour aller se chercher de l'aide, de dédramatiser un certain nombre de choses. On pense bien qu'en leur donnant un support à nos parents et nous, en tant que parents, en allant chercher du support, eh bien, le stress, il n'est pas de l'ordre, il n'y a aucun support. Donc, ce n'est pas un stress toxique. Donc, on ne sait pas actuellement s'il y en a des situations de stress toxique pour nos tout-petits depuis les 10 dernières semaines, mais on a des indicateurs de certains milieux où ça vaudrait la peine, si on a peu de temps, de davantage mettre notre énergie à contacter puis à voir quelles ressources on peut proposer. Donc, Brian, I shared your strategies that rapidly I made a slide out of it. Donc, des stratégies que imaginez vraiment dans une créativité de Brian qui nous rappellent d'être vigilants quand on parle et les fameuses nouvelles là, qui sont toujours ouvertes. Qu'est-ce que les enfants captent de ce qui se passe? Nous, on a la capacité de rationaliser puis de dire, bon, même si les statistiques augmentent, bon, il y a quelque chose en contrôle, mais peut-être éviter, bien sûr, là, d'en parler ou que la télévision ou que la radio soit ouverte et pour les petites oreilles qui peuvent peut-être s'inquiéter davantage. Mettre de l'avant tout ce qui se passe de positif dans l'entraide parce que oui, il s'en passe des choses positives et de se dire, ben, il y a des choses que l'on fait là, pour ce vilain virus, c'est-à-dire se laver les mains, la distanciation, les masques et tout ça, mais que ce n'est pas, on ne veut pas mettre l'enfant au cœur de quand tu vas réintégrer ton service éducatif, est-ce que tu t'es vraiment lavé les mains? Est-ce que, oublie pas, là, quand tu retournes ce matin, là, oublie pas, bon, de garder la distance. On se dit que c'est à nous, les adultes, qui allons réaccueillir les enfants, à voir, à maintenir la distanciation, mais de peut-être se faire rassurant aux parents, de dire on va s'en occuper, mais tu n'as pas à surpréparer. On avait parlé d'anxiété, de surpréparation de parents anxieux comme je suis. Et donc, de se rappeler qu'on n'a pas à en dire beaucoup plus que ça aux enfants et de ne pas leur faire porter cette responsabilité. C'est à nous de s'occuper de ça. Et bien sûr, une stratégie, aider les enfants à nommer les émotions, les reconnaître, les exprimer, quoi faire pour diminuer tout ce qui est autour d'une explosion d'émotions. Donc, coucou à la compétence émotionnelle et clin d'œil à ce qu'on avait discuté il y a quelques semaines. Donc, pourquoi est-ce si important pour le cerveau? On sait que les expériences, et j'aimerais, Pamela, la question sur à quel moment la stimulation et le développement du cerveau se fait le plus dans notre santé. C'est la question exacte, je suis désolée. Non, la question, c'était quelle est la période la plus sensible du développement précoce du cerveau? Et on a eu 73% qui disent que c'est entre 0 et 4 ans. Et le reste, donc 17% qui disent c'est à la naissance.
En fait, vous nous connaissez, hein, c'est un peu de tout. Hein, la période, en fait, le cerveau en prend soin et se développe heureusement là, toute la vie, mais il y a une période extrêmement sensible et intense de 0 à 4 ans. Donc, on s'entend tous là-dessus. On travaille avec les jeunes enfants, on sait comment ils sont des éponges, mais on va voir aussi au niveau un peu plus précisément de ce qui se passe à l'intérieur de ce cerveau-là. Et si vous étiez là pour les webinaires sur l'autorégulation, on avait parlé qu'à 4 ans, il y avait quelque chose qui se passait, qui était davantage installé. Puis, oups, notre cerveau, il se développe beaucoup, beaucoup avant 4 ans, mais ce n'est jamais fini. Alors oui, merci pour les résultats, Pamela. Alors, et sorry, Brian, you had that animation. I don't have. I only have a static picture. Donc, moi, j'ai une image que nous avait partagée Brian où il y a plein de couleurs. Mais c'est cette idée de dire oui, si on regarde, par exemple, la ligne Bourgogne là, qui commence à très, très haut à gauche de l'écran, on se dit, ben oui, il y a des périodes de sensibilité où les apprentissages se font plus à une certaine période qu'à une autre, entre autres pour le développement de l'ouïe. Dès 0 mois, là, parce que c'est en termes de mois et d'années, en fait, le graphique qui est là en termes d'années, on voit comment il y a une densité de couleurs là, en tout début, là, dans la première année de vie qui est là, mais on voit qu'il y a des choses qui sont décalées. Comprendre le concept de nombre, ça arrive un peu plus, il y a un pic vers 3-4 ans. Les habiletés sociales qu'on a discutées, il y a quelque chose, oui, à partir de 3 ans et qui continue dans le temps. Mais il y a la question de ces fenêtres d'opportunité pour le développement de certaines habiletés, il nous amène à dire, ben, il y a des périodes sensibles où ça vaut la peine là, vraiment d'investir plus ces trucs-là, parce que ces fenêtres-là, elles varient, elles se ferment avec le temps. Puis, entre autres, au niveau de l'audition et de la vue, un enfant, par exemple, qui dans un contexte extrême aurait un problème à la naissance là, de vision et qu'on faisait rien, ou en fait, vous n'étiez pas stimulé du tout, était à la noirceur, là, si on met dans un scénario catastrophique, c'est comme si les chemins du cerveau de la vision se développeraient moins bien, ou même cette fenêtre-là, elle est assez courte, il pourrait avoir des problèmes à plus long terme. Encore une fois, ça n'est pas dans une perspective alarmiste, mais c'est plus de dire oui, la période, on le voit, là, le 0-4 ans et demi, il y a tellement de choses dans une densité d'apprentissage, mais bien sûr, le développement du cerveau et les apprentissages se continuent sur toute une vie. C'est juste cette question de dire oui, il y a à certains moments une période plus propice pour certains apprentissages. Cette image, en fait, ces images nous amènent à une situation triste. Donc, la comparaison à gauche d'un cerveau en santé, d'un enfant qui est en présence d'adultes qui sont là minimalement disponibles pour lui, puis en relation avec lui, avec les soins de base physique, donc nourrir, changer et tout dès les premiers mois, mais aussi dans une réponse affective. Alors, malheureusement, l'image de droite est une image d'un cerveau d'une personne qui avait vécu en Roumanie dans des contextes où il y avait eu, là, dans les années 90, là, sur Ceausescu, beaucoup d'enfants qui avaient été laissés dans en même temps dans des orphelinats, pardon. Et ce n'est pas l'orphelinat le problème. Faut toujours faire, bien sûr, être très vigilant quand on dit ça, mais c'était que dans certains cas, ils avaient été dépassés à l'orphelinat, puis au-delà des soins primaires de manger, changer les enfants, il n'y avait pas d'interaction possible adulte-enfant. Il n'y avait pas de chaleur. Et on remarque, là, quand on dit qu'il y a vraiment un impact des relations chaleureuses, eh bien, c'est comme si, aujourd'hui, on le voit en image, cette image où les ondes noires et bleues là, du haut de l'écran du cerveau malade en comparaison au cerveau en santé où il y a du rouge. Entre autres, c'est le lobe frontal, le haut de l'écran représente vous savez, cette section du cerveau où dans l'autorégulation, dans les fonctions exécutives qu'on avait discutées, se développe la capacité à inhiber une première réponse, à réfléchir avant de parler, à retenir mes gestes, à retenir mes explosions de colère. Et la gestion des émotions, là, dans le sens de inhibition, bien, on voit que le manque de relations, d'accès à une relation chaleureuse, on le voit sur cette photo et comment l'impact peut être à très long terme aussi parce que c'est des photos qui avaient été prises plus tard dans la vie. Donc, c'est juste une image qui est frappante pour nous dire, oui, c'est pas banal, là, s'assurer que tous les enfants ont accès à des adultes qui sont là dans une disponibilité affective. Alors, oui, dans cette zone qui se développe très rapidement, Brian nous amène cette image là, de
de ces cellules là, dans le cerveau qui s'appellent des neurones et ces petits fils au milieu là, qui permettent les connexions, donc toutes les connexions qui se créent entre les cellules. Et il a donné de la très belle image, Brian, de quand on regarde le ciel par un ciel très clair ou très noir et on voit les étoiles et toutes les étoiles qu'on peut imaginer. On parle d'un 100 milliards d'étoiles, mais c'est à la naissance, c'est 100 millions de cellules que le cerveau, de neurones que le cerveau possède et que dans une explosion des 4 premières années, il y a beaucoup d'activités et de connexions qui se passent entre ces cellules-là. Donc, tous les apprentissages, donc toute la stimulation et le contact nous amènent ces neurones-là à faire une multitude de connexions entre elles. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus actif dans les toutes premières années de vie que plus tard. Heureusement, le cerveau et les connexions et l'activité électrique du cerveau continuent, mais c'est vrai qu'il y a une densité extraordinaire. On a une image un peu plus loin là, qui est assez intéressante. Juste en termes de croissance, là, pour montrer, en chiffres vraiment à la naissance, donc le bébé humain, son cerveau serait à 25% de son poids total à l'âge adulte, à l'autre bout du spectre. Et on voit que dès l'âge de 2 ans, à 75%, ce cerveau-là a grandi, a pris du poids. Et à l'âge de 4-6 ans, on est à 90% de ce cerveau-là. Et donc, c'est la matière là, du cerveau qui se développe. Donc, c'est de se dire, c'est vrai, là, quelque chose qui se passe, il y a une explosion, il y a beaucoup de cellules qui se connectent entre elles dans cette période-là. En plus, il y a cette croissance de l'organe comme tel. Et la question est, est-ce que comme être humain, comparativement aux animaux, on naît prématurément? En tout cas, sur la base du développement, c'est comme si notre cerveau aurait eu besoin de plus de temps pour être à 100%, comme les animaux le sont. Leur cerveau semble être beaucoup plus développé, en tout cas, que le nôtre à la naissance. Et que, dans le fond, nos soins dans les premières années de vie devraient être l'équivalent de ce qui se passe dans un équilibre parfait de la vie intra-utérine. Il y a même qui disent que nos soins devraient être comme un utérus à l'extérieur du corps. Et donc, entre autres, ces informations dans la plateforme Science of Early Child Development ou Sciences du jeune enfant, c'est tiré, entre autres, cette image de là. Mais donc, c'est donc de se dire, peut-être que l'être humain, justement, le cerveau, il n'aurait pas pu tout se développer parce que ça aurait été difficile peut-être de donner naissance, c'est des hypothèses, mais il y a beaucoup à faire et d'où l'importance dans les premières années de vie de ces soins de réconfort, d'un parfait dosage d'attention, d'équilibre entre stimulation et pas trop, mais d'attention et de relations chaleureuses. La densité de ces connexions-là, de ces 100 milliards de neurones que nous avons au départ dans notre cerveau, on peut voir que bien qu'il y a plein de cellules à la naissance, il y a déjà des connexions qui se font entre les cellules et ce sont des chemins d'apprentissage qui se mettent en place et que quand on regarde, c'est assez saisissant la densité de toute cette énergie électrique qui se passe à 6 ans. Donc, entre 0 et 6 ans, là, il s'en est passé beaucoup d'activités, mais il y a beaucoup de choses que le cerveau, à un moment donné, va élaguer. Quand on regarde l'image à 14 ans, on voit vraiment qu'il y a un ménage qui s'est fait, et c'est un ménage heureux, mais ça nous parle quand on parle de ces petites éponges, on voit encore une fois une image très claire qui nous dit, le temps, les activités que tu proposes à l'enfant, d'aller dehors, les couleurs, les senteurs, les odeurs, tout ce qui passe par les sens, eh bien, ça amène tous ces petites connexions-là à se faire. Et d'ailleurs, les enfants en bas âge peuvent reconnaître les tonalités de différentes langues et apprendre plus facilement différentes langues que nous à l'âge adulte, parce qu'à un moment donné, il y a des circuits non utilisés et c'est une bonne chose. Il y a du ménage qui se fait et le circuit de peut-être apprendre le japonais, il s'enlève ou parce qu'on n'utilise que le français, l'anglais ou toute autre langue par ailleurs. Donc, il y a une spécialisation qui se fait, mais il y a vraiment une effervescence dans les possibilités des enfants dès 6 ans. Dans le que pouvons-nous faire dans ce temps particulier, mais aussi de manière générale, être là, on y revient, et le jeu. Donc, ça nous ramène, si vous étiez la semaine dernière, le jeu qui est le plus soutenant dans ces petites connexions neuronales qui se font, le jeu qui est initié par l'enfant, qui part de l'intérêt de l'enfant et que nous, on est là pour
créer des possibilités où ça se passe, avoir le temps, avoir de la disponibilité comme adulte, d'être pas loin pour pouvoir venir soutenir ou être en présence de l'enfant qui joue à partir de quelque chose qui l'intéresse. Donc, ça nous prend des opportunités, ça prend accès à du matériel, mais pas du matériel qui coûte cher. Et le message principal, c'est dans le jeu, en fait, dans l'activité qui peut être prendre un livre avec un enfant, c'est la proximité et ce qui se passe au niveau de la relation qui fait probablement le plus de bien au cerveau. Donc, l'image qui est là, c'est est-ce qu'on peut être des agents multiplicateurs de connexion, en fait, multiplier les temps d'interaction avec les enfants, s'assurer que les enfants que l'on ne voit plus qui venaient dans nos services, on puisse garder une certaine relation quand c'est possible, mais bien sûr, les relations chaleureuses. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, en tout cas moi, qui m'avait beaucoup intéressée là, quand j'avais lu là-dessus, c'est que les bébés, dès la naissance, semblent être prédisposés pour aimer les relations chaleureuses, puis même prédisposés pour aimer les adultes qui les côtoient. Donc, il y a quelque chose qui fait que le bébé est attiré vers un visage rond, on aime les rondeurs, et spontanément, il y a comme à l'inverse, dans une synchronicité, assez instinctivement, on tient le bébé à une distance optimale pour l'enfant par rapport à son champ de vision quand il est très petit, là, qui est à peu près 10 cm. Mais donc, les bébés, même au niveau des gènes, on semble être prêt on veut de la chaleur humaine et puis on se développe et l'expression positive du bagage que l'on porte a besoin de ça pour s'exprimer. Donc, c'est pour ça qu'on se dit qu'il y a une interaction entre ce qu'on est, ce que l'on porte et ce que l'environnement me donne. Mais c'est vrai aussi qu'on se questionne, est-ce que tous les enfants actuellement ont quelqu'un qui observe ce qui les intéresse, puis s'insère dans le jeu, propose des idées et ça se passe, le jeu à être là, partager un repas, l'exemple de gruau ou de lait au chocolat, parler avec l'enfant, lire avec l'enfant, chanter. Brian nous ramène beaucoup chanter. C'est vrai qu'il y a plein de choses pour même l'apprentissage de la lecture, mais c'est tellement chaleureux et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, en tout cas, avec les enfants et quand on les réaccueillera, faire de la place à la simplicité de ces gestes-là. Un exercice, en fait, 2 images pourraient un peu illustrer l'idée de tout ce qui se passe quand on voit une image comme celle-là. Alors, je vous invite qu'est-ce que vous voyez, quels sont les mots qui vous viennent en tête quand vous voyez cette image-là. Donc, je vous laisse aller de vos idées si vous voulez utiliser la boîte de discussion pour y aller de ce qui est là. Mais il y a des chances, là, on peut faire l'hypothèse que vous diriez « Ah, il y a rouge, il y a rond, il y a peut-être cercle qui vient en tête. Il y a des mots, hein, balle rouge. Ça ressemble à un carton. Il y a plein de mots qui se passent. Donc, l'idée de se dire, avec une simple image, juste pour dire que tout ce que le cerveau est en train d'absorber et les connexions qui se passent à la simple référence d'une image. Et donc, une image qui peut être dans un magazine, une image qu'on présente aux enfants, mais bien sûr, les plus belles images sont souvent à l'extérieur, puis on vit à ce moment-là pas seulement une image, mais les sensations qui ont autour. On sait que la stimulation, elle est différente. Donc, si on prend cette image, puis on la compare à une image comme celle-ci, où là, spontanément, il y a plus de concepts que ce qu'on avait à l'image précédente. Donc, c'est une image qui réfère à l'extérieur, donc qui réfère au fait que, imaginez si on est avec un enfant, si la figurine qui est là représente un enfant, tout ce qu'on peut nommer avec l'enfant de concept autour. Vois-tu, est-ce que le bois, il est brûlé? Sens-tu les odeurs? Entends-tu les oiseaux? Donc, dans la nature même, hein, c'est pour qu'on sait tellement des stimulations intéressantes et qui connectent plein de choses différentes dans notre cerveau, mais juste l'évocation de l'image qui est là à l'enfant, qu'est-ce que tu vois? Et qui, il peut y avoir, c'est peut-être un petit lutin, c'est peut-être une fée, puis où est-ce qu'elle habite? Qu'est-ce que tu penses où est-ce qu'elle vit, ce personnage-là? Donc, toute cette possibilité comme adulte en partageant une image ou en étant dehors à observer quelque chose, toute cette possibilité qui passe nécessairement par la proximité que l'on donne à l'enfant, de voir où ses yeux se portent pour voir son intérêt et nommer les choses. Donc, on dit que c'est des prérequis de lecture qui se passent dans ces échanges-là, mais il y a tellement de choses dans les connexions à ce moment-là qui sont beaucoup plus ouvertes dans cette image.
Juste, donc, le dernier concept qui est lié à ce qu'on a voulu aborder au niveau du cerveau, c'est cette idée, donc, je vous disais, les bébés semblent prédisposés à être attirés par les visages humains, par rechercher pour que leur gène s'exprime de la même manière, des relations chaleureuses. Puis ce qui s'installe assez rapidement, normalement, pour la plupart de nos tout-petits, c'est cette synchronicité entre eux, leurs besoins qu'ils expriment ou leurs intérêts et comment l'adulte répond à cet intérêt-là. On dit souvent, ben, on compare, et Brian amenait l'idée d'un match de tennis. Moi, j'ai souvent l'idée d'une danse qui me vient en tête. Donc, l'enfant, par exemple, tout petit bébé qui babille et qui donc, c'est comme s'il faisait un service au tennis. Et qu'est-ce qui se passe en réponse? L'adulte sourit, réagit et donc encourage encore plus ce retour du service là, de la part du bébé. C'est que la proximité et la possibilité d'être en relation qui permet ce genre d'échange-là et c'est comme ça aussi que l'enfant apprend. Parce que s'il babille et que tu dis « Ah, est-ce que tu as dit bye, bye, bye? » Bon, c'est juste un exemple, mais l'œil aussi de l'enfant qui se pose à l'épicerie ou à la maison sur un objet, le tout petit bébé, et qu'on nomme « Ah, tu regardes… » par la fenêtre elle est belle, bien, le langage arrive aussi comme ça, mais c'est dans cette synchronicité-là. Donc, ce qu'on nous rappelle, c'est que c'est dans ces relations qui se passe la plus belle stimulation et par le fait qu'on parte de l'intérêt de l'enfant et que le jeu qui est dirigé par l'enfant et que nous, on est là pour ramener des questions et un échange, bien là, ça serait le parfait dosage de la stimulation que notre beau cerveau aurait besoin. Donc, ça nous prend de la disponibilité affective. Ça nous prend d'être présent. Et comme parents, il y a des situations où c'est difficile de l'être dans cette synchronicité-là. Puis, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Et nous, comme aussi, si on a le chapeau prestataire de service, de tendre la main à certains parents pour que cette belle chose qui est nécessaire, mais qui vient avec une disponibilité, une capacité à faire, d'être présent, disponible et à l'écoute des enfants. Ce serait tout pour moi. Donc, je vais demander à Brian, entre autres, si on parle de stimulation, on voit toutes ces connexions, mais des fois, il y a des dangers de surstimulation. Puis, comment passer des messages à des parents que ce n'est pas dans le nombre d'activités qu'on rentre une après l'autre qui sont importants? Et est-ce qu'on peut avoir un effet inverse? I always will just go back to this theme of Brian nous ramène qu'on a cette capacité, il faut se faire confiance, de voir les signes de fatigue et démontre que c'est assez. Hein? On devrait arrêter, puis de ne pas se sentir mal comme éducateur, d'arrêter des activités en cours et de se dire que dans le fond, c'est par être en relation qu'on les voit, ces signaux-là. Donc, moi, je vais poser la question par rapport aux parents qui peut-être justement là, dans être sûr de bien stimuler, comment en tant que parent on peut se redire, ben dans le fond, regarde, fais-toi confiance, puis les signaux, là, porte attention. Quand ton enfant est plus intéressé ou quand les enfants de notre groupe sont plus intéressés, c'est correct d'arrêter l'activité. C'est pas dans le fait de présenter des couleurs pour des couleurs, c'est dans le fait de dire « Ah, là, il n'y a pas de disponibilité, c'est correct d'arrêter. » Mais Brian nous ramène que oui, parfois, si on est dans des services éducatifs, on a des demandes de parents. Hein? Est-ce que tu as préparé pour la lecture, mon enfant, il rentre à l'école formelle l'année prochaine? Et de redire aux parents, tu sais, si tu me poses la question aujourd'hui, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai pris le temps d'être là, Brian dit lire l'enfant, d'être à l'écoute de ce qui se passe. C'est pas le nombre d'activités que j'ai mis en place, mais bien sûr, de la possibilité d'être en relation pour comprendre puis partir de ses intérêts. Et donc, oui, on pense qu'en faisant ça, c'est ce qui prépare le mieux ton enfant à l'école. Ça c'est sûr que je me parle à moi-même parce que je me rappelle de situations où les parents, ben qu'est-ce que tu as fait? Puis montre-moi aujourd'hui. Puis c'est une question que l'on pose, on peut poser comme parent pour juste savoir ce qui s'est passé dans la journée parce qu'on était intéressé. Mais parfois aussi, c'est parce qu'on pense que c'est par être assis à une table puis qu'on a pratiqué les lettres qu'on va être mieux préparé à l'école. Donc, Brian nous ramène à ramener la valeur que nous, on fait nous-mêmes dans nos services éducatifs, des choix pour être dans cette relation davantage chaleureuse que dans apprendre absolument les lettres et les couleurs. Par rapport à la présentation, j'ai vu, vous nous avez présenté deux images de deux cerveaux, un cerveau normal et un autre cerveau
vous l'avez appelé orphelin roumain. J'aimerais savoir si les enfants qui n'ont pas eu cette chance d'avoir des expériences ou des interactions plus positives dans leurs premières années, s'il y a moyen d'atténuer l'impact justement pour leur réussite à long terme. Y a-t-il des suggestions à nous faire pour ces enfants qui ont un cerveau qui n'a pas, disons, pu développer de façon normale? Merci. Right, and the example that we were looking at with the... Donc, Brian nous dit, bien sûr, là, l'image qu'on a présentée, c'est assez, wow, c'est assez, mais c'est pour nous montrer, on a choisi ces images-là pour montrer que oui, c'est pas quelque chose qui est abstrait. Il y a un impact sur le développement du cerveau, mais c'était des conditions extrêmes et sur plusieurs années. Donc, il y a une intensité. Hein, quand on parle de quelque chose qui peut, une situation où le stress toxique, c'est souvent des grandes situations de négligence. Puis on peut penser que même et sans minimiser là, présentement ce qui s'en vit de la négligence plus dans certains milieux qu'avant, on peut penser quand même on est dans une période où il y aurait de l'impact, mais faut pas penser que c'est exactement l'impact qui est fini sur l'architecture du cerveau et ses canaux, parce qu'il y a toujours la place à ce que, bien sûr, et on ne serait pas dans ce monde de l'éducation si on ne croyait pas que parce qu'on amène, les enfants se développent et les stratégies. Je reprends juste l'exemple d'apprendre à se contrôler, qui, oui, avant 4 ans, là, inhiber la réponse est là, mais on peut le développer à l'âge adulte. J'avais donné l'exemple de mon Weight Watcher où savoir s'arrêter, ça s'apprend toujours, ces stratégies-là, puis l'apprentissage, heureusement, il continue toute une vie. Et donc, vraiment, Brian nous ramène, hein, on peut toujours ramener en relation significative, amener les enfants à progresser, peu importe d'où ils viennent. Puis on peut penser qu'actuellement, on parle pas d'impact comme on a vu, là, qui est assez spectaculaire, comme ces images des orphelinats roumains à une époque très précise. Je me permettrais juste l'ajout d'un exemple. Comme psychoéducatrice, j'ai eu le bonheur, mais aussi c'est là où j'ai vécu des situations très difficiles, très confrontantes à supporter des enfants qui avaient des grosses difficultés comportementales vers la fin du primaire. Puis on essayait plein de trucs, puis des stratégies, puis ça se dégradait, là, les relations entre eux autres, puis en tout cas, c'était difficile. Puis une journée, j'ai cette image très claire où on a dit, laissons faire toutes nos attentes là, dans le sens de ce qu'on va faire du français là, puis on va les amener en éducation physique. On va enlever l'horaire, puis c'était la journée de la Saint-Valentin, je me rappelle, puis j'ai décidé d'amener mon garçon qui avait 3 ans à l'époque dans la classe avec, c'était que des garçons à l'époque, dans la classe où je travaillais. Et on s'est donné un temps de relation, puis j'ai fait venir de la pizza, parce que c'était la Saint-Valentin. Vous allez me dire, la pizza, ça aide, mais je reviens le gruau, la tasse de chocolat chaud. C'est probablement la plus belle journée où les enfants qui habituellement n'avaient jamais la capacité d'être en relation chaleureuse entre eux ou avec les adultes, il y avait énormément d'attaques et d'agressions normalement. Cette journée-là, il n'y en a pas eu. Et puis, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé? C'est certainement pas le pepperoni, là. Mais il y a quelque chose on s'était donné un temps, il y avait une chaleur, puis ils étaient dans la bienveillance que j'avais jamais vue avec mon petit garçon Émile qui avait 3 ans. Puis je garde cette image. Oui, ils étaient rendus plus vieux. Oui, ils avaient un passé parfois, là, des images vraiment difficiles, des histoires là, de grande négligence, de grande violence familiale, mais la capacité dans des contextes de vivre ça. Le lendemain, c'était pas gagné, puis c'était pas à partir du 14 février, tout était réglé, là, on s'en parle. Mais c'est juste de se dire, ben oui, on peut pas que faire ça, d'être en relation, manger de la pizza, mais comment au quotidien, on laisse une plus grande place à ça. En tout cas, moi, c'était mon exemple, j'arrête de parler. On parle beaucoup, Isabelle et Brian, de relations chaleureuses, d'interactions. Dans le contexte actuel où est-ce qu'on va peut-être accueillir les enfants, pas peut-être, on va accueillir les enfants avec masque, visière, une distanciation physique qui s'impose. Est-ce qu'on a des idées, des moyens d'établir des relations qui vont être quand même chaleureuses avec les enfants? Puis j'invite les gens à nous partager leurs idées aussi dans la boîte de discussion. Si déjà vous avez des idées, des choses que vous avez mises en place, que vous voyez que ça fonctionne malgré toutes les contraintes qui sont imposées.
partager on peut vos penser, idées avec entre nous. autres, Christelle, que la distanciation qui est là, elle va à contre-courant de ce qu'on est en train de se dire de relations chaleureuses. J'ai intéressé de demander à Brian. You know, Brian, we're talking, we're going to be back in schools and, centers in a few weeks or months. And, distanciation, isn't something that's going to be easy when we're saying the important is to be connecting with children. So, what's your thought on this? I agree, and I think there's going to be. Il nous rappelle que, oui, le défi de la distanciation, on ne pourra pas se toucher, il y a la distanciation physique, mais il y a la possibilité quand même d'être en relation par nos conversations, par le fait qu'on observe les enfants, par le fait qu'on s'accorde du temps. Peut-être qu'on diminue encore une fois nos exigences du nombre d'activités et de choses qu'on peut faire. Donc, être là, et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas être dans une chaleur, même s'il y a 2 mètres de distance, dans des encouragements, dans les écouter, se mettre en position de les écouter puis de partir de leurs intérêts, de poser des questions aux enfants, que par là se passe, dans cette conversation-là, même un peu plus loin, beaucoup de chaleur. Et donc, ça ne devrait pas être une distanciation sociale ou émotive. Ça devrait, on peut travailler à ce qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe. Mais on est intéressé, vous avez des idées dans la boîte de discussion. Je ne sais pas si des gens, parce c'est un monde à réinventer, là. Hein? Est-ce qu'il y a des choses, Christelle, qui ressortaient? Non, il n'y a pas pour l'instant de partage. Par contre, quelqu'un soulevait une question un petit peu dans un autre ordre d'idées que ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant, mais que je trouve intéressant au niveau des différents types d'intelligence de l'enfant, au niveau intelligence émotionnelle et tout ça, développement du cerveau, mais dans toutes ces facettes. Je sais que c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement abordé. Puis je sais aussi que sur l'encyclopédie, il y a différents volets qui sont abordés au niveau de l'attention, de la perception. Donc, allez lire là-dessus pour en savoir plus. Mais ce qui ressortait, c'était à savoir, est-ce que, un petit peu comme les fenêtres d'opportunité que tu as parlé un petit peu plus tôt, est-ce qu'il y a un âge ou est-ce que le développement optimal de cette on dit l'enfant va avoir tel type d'intelligence. Est-ce que ça se fixe à un certain âge ou? I'm going to show my general intelligence and say. Alors, la réponse intelligente, nous rappelle-t-il, c'est de dire on ne sait pas vraiment dans cette précision de est-ce qu'il y a un temps précis pour tel type d'intelligence plus qu'un autre, mais il y a certainement dans l'ensemble de la variété des propositions de jouets, de temps que l'on offre aux enfants, la possibilité que plein de choses se développent durant, oui, beaucoup dans les premières années de vie et continuent. Je nous ramènerai, on a parlé de compétences émotionnelles et on avait une question sur l'intelligence émotionnelle. C'est un terme qu'on peut utiliser, hein, l'intelligence, mais la compétence émotionnelle, entre autres, on sait que ça se développe, oui, dès la première année de vie, dans une reconnaissance des signaux, dans du support qu'on donne. Donc, ça, c'est un exemple au niveau psychosocial parce que oui, être habile avec les amis, les habiletés sociales, c'est quelque chose qui s'apprend, comme apprendre à lire, comme apprendre à compter et à écrire. Tout à l'heure, dans les fameux graphiques de cerveau, on voyait que la pensée plus abstraite là, et qui est liée au nombre arrive un peu plus tard. Donc, on a des réponses par rapport à ces fenêtres d'opportunité. Les graphiques que je vous invite, et bien sûr, d'aller consulter. Mais en même temps, c'est de se dire, ben tout ça, même si apprendre les nombres, ça arrive à un moment X, il y a quelque chose qui s'est passé dans les 4-5 années précédentes qui touche le se sentir en sécurité affective, se sentir important, avoir été encouragé à exprimer, qui aide par ailleurs à tous les autres apprentissages. Donc, ça me permet de faire un genre de conclusion de ce qu'on a parlé ensemble dans les relations entre pairs, dans la prosocialité. Il y a dans ce cœur-là, donc si on l'appelle intelligence socio-affective, on sait qu'il y a un impact sur le développement général et entre autres la réussite académique comme telle. Donc, tout est imbriqué. Le développement, il est complexe et imbriqué. Mais voilà, j'arrête de parler. Merci. Non, mais je pense que ça résume bien un peu cette série de sujets qu'on a abordés dans les dernières semaines. Puis je pense que je vois l'heure passer, mais je pense que ça va conclure donc notre appel d'aujourd'hui. À moins que, Brian, you have one last word before we close this discussion? If I can just add on to what. Donc, il nous ramène, hein, ça on voit, puis on veut qu'il y ait plein de choses qui se développent. Donc,
si on parle de différentes intelligences qui se développent, mais dans une seule et même activité, en fait, j'espère que je comprends bien ce qu'elle dit, là, si vous me corrigerez, si vous êtes meilleur que moi en anglais. Mais donc, dans une même opportunité qui est, je prends l'exemple et je pose son exemple du jeu extérieur, bien, il y a une multitude d'apprentissages qui se fait. Donc, dans la proposition que l'on fait aux enfants, bien, c'est pas de dire de 10h à 10h15, on va travailler le langage, puis de 10h30 à 11h, on va travailler les habiletés sociales. Hein. C'est dans chaque activité, dans ce qui se passe, il y a une multitude d'apprentissages qui se fait. Exact. Et d'être là, et d'être présent. Exactement. Puis je pense offrir les opportunités d'interaction et tout ça, puis ça va aller de soi. Donc, ça va amener la stimulation, puis l'enfant va se développer avec ses forces et je pense que ça résume bien. Merci Isabelle. Mais thank you, Brian. Merci encore, Isabelle. Donc, c'est ce qui nous amène à la fin de notre discussion d'aujourd'hui et à la fin de notre série. Nous vous invitons encore une fois à visiter nos sites web pour accéder à d'autres ressources qui pourraient vous être utiles. C'est ce qui conclut donc notre session d'aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.